de Technip Energies de venir nous parler, Stéphane, des bras ou du bras de chargement marine électrique et automatique. Donc, je te laisse te présenter et puis merci pour ton intervention. Bonjour. Qui sait ce que c'est qu'un bras de chargement dans la salle, là? Bon. Toi? Alors, je suis Stéphane Paquet et je suis responsable recherche et développement chez Technip Energies Loading System. Donc, c'est une entité une business unit de Technip Energies. Je vais attendre que les... Allez-y. Faut y aller. Hein. Allez-y, allez-y. Alors, Loading System, c'est une usine qui est située à Sens, 300 personnes environ. Notre produit, c'est le bras de chargement. On a produit à peu près depuis 60 ans 15 000 bras de chargement. Je présenterai ce que c'est qu'un bras de chargement après. Voilà, vous pouvez passer à la suivante. Ça s'appelait avant FMC, boîte américaine. On a fusionné avec l'ingénierie Technip en 2017 et défusionné en 2021. Voilà. Basé à Sens, on a le gros, quasiment tout le monde est à Sens. On a quelques commerciaux et des MIC, donc c'est ce qu'on appelle des Marine Installation Consultants. C'est des personnes qui sont dédiées à aller sur les sites pour les opérations d'installation, d'inspection, directement sur les sites à divers endroits du monde. Voilà. On commence à développer aussi une entité de production en Inde, parce que c'est un gros marché. Voilà, donc classiquement, on part de notre usine de l'ingénierie jusqu'à la production et les tests. Vous pouvez revenir à la slide d'avant? Ce qui nous caractérise par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a un gros pôle engineering, chose que nos concurrents n'ont pas forcément. L'usine, c'est essentiellement de la chaudronnerie, travaux de soudure de pipe. On a un centre de test aussi. Alors le produit qu'on utilise beaucoup, c'est on trimballe des produits cryogéniques, du méthane liquide. Donc nous, on utilise de l'azote liquide pour nos tests. Donc on a un gros centre de test. Voilà, un centre de formation aussi pour nos clients. Et évidemment, comme c'est des machines, on a un gros travail de spare parts. C'est des équipements qui sont destinés à durer 30 ans, donc il faut assurer le service pendant plein d'années avec les pièces de rechange. Voilà, suivante. Ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on a toujours essayé d'innover, même si c'est extrêmement dur dans ce milieu d'innover, parce que c'est hyper conservatif. On ne change pas ce qui marche. Juste la slide d'avant, s'il vous plaît. Deux slides avant. Voilà, donc le premier bras de chargement GNL. Donc GNL méthane liquide, c'est un liquide qui bout à moins 160. C'est le premier bras de chargement, donc c'était nous. Le premier bras de chargement offshore, je présenterai ce que c'est, mais c'est des équipements qui sont destinés à opérer en mer ouverte. L'année dernière, c'était le premier bras CO2 liquide avec la transition énergétique. La mode, là, c'est d'aller enfouir le CO2. Donc on le liquéfie pour le transporter et après on l'enfouit. Donc on a fait un programme de qualification de ce liquide cryo qu'on ne connaissait pas et qui n'est pas si simple que ça. Voilà, et l'objet de ma présentation, ça va être tout ce qui est automatisation, électrification de nos bras. Voilà. Donc un petit mot sur le produit bras de chargement. Dans cette diapo, là, vous avez où est-ce qu'on trouve des bras de chargement. Donc c'est pour le cargo, donc c'est le transport des produits pétroliers. Donc c'est ce qu'on appelle le cargo. Donc là, on charge des navires qui vont permettre de transporter. Donc vous avez ici les produits pétroliers. Donc ça peut être les pétroles et les GPL jusqu'à moins 46. Le GNL, donc là c'est moins 160, transporté dans les méthaniers. Sur la gauche, c'est toutes les installations portuaires. Donc là, c'est des opérations qui sont quasi statiques. Le bateau, il va bouger avec la marée, quoi. Donc on a juste à accommoder des mouvements verticaux.
Les déplacements dans le plan horizontal, c'est très basse fréquence, il n'y a pas de dynamique. En revanche, on a pas mal d'applications, et là on est leader, c'est vraiment en mer ouverte. Donc là, typiquement, ça va être des hauteurs significatives de vagues de 2,50 m jusqu'à 5,50 m, où là, il y a des équipements qu'on a dû développer spécialement pour la dynamique. Donc la cargo, et ici, ces opérations de bunkering. Donc là, c'est transfert de produits pétroliers, mais pour la machine, pour la propulsion des bateaux. Donc, chargement de bateaux, chargement de camions aussi. On a toute une division pour les bras pour charger des camions ou des trains. Voilà. Vous pouvez passer à la... Donc un bras de chargement typique, ça c'est une installation typique que vous pouvez voir quand vous passez dans les ports, à Marseille, comme ça, on voit pas mal d'engins comme ça, c'est des bras de chargement. Vous pouvez passer à la suivante. Ça c'est des bras typiques pour l'huile. Donc c'est de la tuyauterie autoportée. Le pipe, la tuyauterie reprend les efforts de structure. Donc on prend simplement des pipes et on met quelques renforts dessus pour qu'ils puissent supporter les charges, supporter la gravité. Et la tuyauterie, comment elle est rendue flexible, c'est en utilisant des joints tournants. Donc on a 6 axes de rotation pour prendre les 6 degrés de liberté entre le bateau et la terre. Donc c'est notre produit, là, on maîtrise bien la techno des joints tournants, c'est des roulements à billes, mais à l'intérieur on peut passer des fluides sous pression. Donc typiquement les pressions de design c'est 50 bars. 50 bars, et là ce type de bras c'est jusqu'à moins 46. Acier bas carbone. Donc la ligne, un bras de chargement c'est une ligne produit articulée avec des joints tournants. Slide suivante. C'est équilibré, c'est-à-dire quand vous manœuvrez le bras pour aller de sa position de stockage à la position connectée au bateau, le bras est équilibré avec des contrepoids, pantographes. Donc si on supprime l'énergie, le bras il reste dans la position dans laquelle il était. Donc les seuls mouvements parasites, ça peut être le vent. La plupart des bras maintenant, ils sont motorisés. On utilise de l'hydraulique jusqu'à aujourd'hui. Il y a des vérins. Une centrale hydraulique et une télécommande pour l'opérateur manipule le bras, commande le bras pour aller de la position de stockage à la position connectée à la tuyauterie du navire. Voilà. En extrémité de bras, vous avez tout ce qui est connectique. Donc il y a le coupleur de service, donc c'est des mâchoires hydrauliques. On vient se clamper sur la tuyauterie du navire. Et vous avez un organe de sécurité qu'on appelle le RS, donc QCDC Quick Connect Disconnect Coupler. Et la slide suivante, vous avez un système de déconnexion d'urgence. Évidemment, le bras il a une longueur. Si le bateau, s'il y a un problème d'amarrage, le bateau peut dériver, prendre un offset par rapport au quai supérieur à la capacité du bras. Donc on a un système de monitoring qui va déclencher des séquences de sécurité pour d'abord arrêter les pompes du navire, un premier niveau de sécurité, et ensuite isoler en extrémité de bras, vous avez 2 vannes et un découpleur d'urgence pour déconnecter automatiquement le bras si on passe une certaine limite. Donc c'est un système de sécurité, on a un automate de sécurité. Si vous êtes familier avec les systèmes de sécurité, nous on est SIL 2. Vous avez différents SIL 1, SIL 2 jusqu'à SIL 4. Donc nous, ce qu'on doit, c'est un système de sécurité SIL 2. Voilà, slide suivante. Donc là, c'est une vue typique pour des installations de GNL. La particularité du GNL, c'est la température. On est à moins 160 là. Du coup, la tuyauterie, elle est en acier inox, en 316. Donc c'est un acier, et on ne peut pas la renforcer puisqu'il y aurait des contraintes thermiques trop fortes. Donc vous avez 2 bras l'un dans l'autre. Un bras structure, qu'on devine ici. Ça, c'est vraiment de la structure purement en acier carbone. Et à l'intérieur de ce bras structure, on a la ligne produit qui est en acier inoxydable, qui, elle, est destinée à véhiculer le GNL. Donc, typiquement, les débits, vous avez 4 bras. 3 bras pour le liquide et 1 bras pour le retour vapeur. Parce qu'évidemment, quand on charge un tank, il y a la vapeur du liquide qui est au-dessus, qu'on renvoie vers l'autre tank qu'on vide. Diamètre 16 pouces, 16 à 20 pouces, et les débits, c'est 15 000 m3.
10 à 15 000 mètres cubes heure. Une opération, ça dure 15 à 20 heures. Voilà. Les bateaux font aujourd'hui, les méthaniers, c'est 160, 200 000 mètres cubes. Voilà. Vous avez deux terminaux dans le sud de la France, là, à Fos, il y en a près de Saint-Nazaire, là, à Montoire, Dunkerque maintenant. Terminaux d'import en France et terminaux d'export dans les pays qui produisent. Voilà. Application typique en mer ouverte. On ne peut plus. Voilà, donc là, sur ce marché de l'offshore, on est les seuls à pouvoir offrir un bras dynamique qu'on peut connecter alors qu'il y a des mouvements relatifs importants. Donc ça, c'est un équipement qu'on a jusqu'à hauteur significative de vague 2,50 m. Et 2,50 m, c'est un peu la limite pour mettre deux bateaux à couple comme ça. Comme ça, là. Après, au-delà de, slide suivante, au-delà de 2,50 m, il n'y a pas encore d'application là. Donc typiquement, c'est les amarrages tandem qu'on voit ici. Donc là, on peut aller jusqu'à 5,50 m de hauteur significative. Et donc là, on a développé une autre architecture. Donc là, typiquement, là on met, il y a à peu près 90 mètres entre les bateaux et c'est du positionnement. Les navires sont le navire est en positionnement dynamique. Passe pas. Slide suivante. Ouais. Voilà, donc ça c'est une autre architecture, toujours à base de tuyauterie articulée. Cette fois, c'est pour reproduire un peu le même comportement que ce qu'aurait un flexible entre deux bateaux. Voilà. Donc ça, c'est des opérations qui sont faites courantes en huile. Par contre, en gaz naturel liquéfié, ça ne s'est pas encore fait. Toutes les installations offshore gaz naturel liquéfié, on est encore amarrage à couple. Voilà, slide suivante. Bon, un dernier exemple de variation sur le thème de la tuyauterie articulée, c'est pour des installations à couple. FSRU, c'est Floating Storage Regas Unit, c'est des terminaux, c'est des méthaniers qui sont équipés d'une installation de regaz. Donc le méthanier vient s'amarrer là et se branche directement sur le réseau gaz. Donc je crois qu'il y en a un qui se fait au Havre en ce moment, par Total. On branche deux bras à haute pression, gaz, donc 150 bars. Et le méthanier se comporte comme un terminal d'import de gaz. Il y a des méthaniers qui viennent à couple régulièrement pour recharger en liquide. Et le FSRU envoie le gaz, il régaze, il envoie le gaz sur le réseau français, en l'occurrence pour le Havre. Voilà, slide suivante. Donc là, je vais présenter deux innovations sur la commande des bras. Alors normalement, il y a une vidéo qui doit tourner là pour expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bras de chargement, on pilote ça. Conventionnellement, on a une installation hydraulique. C'est du tout ou rien. Donc et vous pilotez un peu comme une pelleteuse, c'est les rotations qu'on commande. Donc il faut être un petit peu entraîné pour piloter ça. Ça ne tourne pas là, il faut laisser... Voilà, il ne faut plus rien toucher là. Donc c'est multiplié par 4 la vitesse là
pour montrer, mais en gros, l'opérateur au joystick, il doit donner alternativement des ordres aux rotations, donc le bras interne ici et le bras externe, pour essayer de suivre une trajectoire un peu rectiligne. Et il faut aller se raccorder à la bride. Donc avec l'habitude, on y arrive, mais si quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va mettre extrêmement longtemps à arriver à se connecter à la bride du bateau et il va avoir des impacts. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de terminaux où il y a énormément de turnover. Donc les opérateurs sont de moins en moins entraînés. Donc on a mis sur le marché une autre mode de commande, la commande rectiligne. Donc c'est la slide suivante. Ouais, vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Donc la commande rectiligne. Donc là, on donne à l'opérateur sur la télécommande, il va directement avoir accès au déplacement rectiligne de l'extrémité du bras. Avant, il pilotait les axes. Donc c'est une commande articulaire. Là maintenant, commande rectiligne. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est au niveau du PLC qu'on fait un calcul de cinématique inverse. Et donc il a le choix de passer du mode articulaire au mode rectiligne. Voilà, ça se fait sur des pelleteuses, je crois, maintenant aussi. Allez-y, slide suivante. Donc pour expliquer, la commande articulaire, c'est la base, à peu près tous les bras du monde, ils sont comme ça. Vous avez une HPU et des valves hydrauliques, tout ou rien. Sur la télécommande, on pilote les axes. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Par contre, il faut avoir un petit peu l'habitude. Et comme on a des structures assez importantes, avec de la masse ici, quand on donne des ordres sans trop faire attention, ici les axes sont libres, les rotations sont libres. Les seules rotations commandées, c'est les 3 axes là. Donc si on donne des ordres un peu violents, le système se met à osciller fortement en extrémité. Voilà. Donc l'autre mode, c'est ça suivante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des vannes proportionnelles du coup et ajouté des capteurs. Donc slide d'avant, des capteurs pour avoir les angles du bras en temps réel. Et au niveau du PLC, on fait un calcul de cinématique inverse. Voilà. Et donc maintenant, sur le joystick, sur la télécommande, l'opérateur a accès au déplacement rectiligne de l'extrémité du bras. Et donc l'étape, donc ça maintenant c'est sur le marché. Et le développement qu'on a en cours, là c'est slide suivante. C'est de remplacer les yeux de l'opérateur par les yeux. Voilà. Donc le développement qu'on a en cours, c'est d'automatiser ces opérations. L'idée, c'est de remplacer donc, la vision de l'opérateur. Là, on utilise une caméra qui est placée en extrémité de bras. Sur le manifold, on utilise des marqueurs fiduciels. Là. Du coup, on génère automatiquement les trajectoires pour se connecter au bateau. Alors, on garde évidemment l'idée, non, slide d'avant, c'est d'avoir des opérations complètement unmanned après, mais là, on garde un opérateur avec la télécommande. Quand il passe en mode automatique, il incline le joystick dans la direction de la séquence qu'il veut dérouler. Donc s'il veut se connecter, il incline le joystick sur la droite. S'il veut retourner au parking, il incline le joystick sur la gauche. Et il doit garder le joystick incliné, parce que l'opérateur reste le superviseur de l'opération.
en gros, le bras, il va pas vérifier qu'il n'y a personne dans la zone d'action. Donc c'est à l'opérateur de vérifier qu'il n'y a pas de personnel. Donc il reste responsable de la sécurité. C'est une assistance. Ça reste, c'est pas un drone le bras encore là. Voilà. Alors pour automatiser, on avait fait un gros programme de test pour sélectionner les bons sensors. On a testé des MRU avec des GPS, des trucs comme ça. Et finalement, on a sélectionné la vision pour faire ces opérations-là. Slide suivante. On a fait pas mal de tests pour valider le... Bon, on utilise encore, on ne fait pas de la reconnaissance de forme, on utilise des marqueurs. On utilise des marqueurs, c'est un truc qui est très éprouvé, que ça marche bien. On a testé dans la brume, la neige, de nuit. On a un sens là, on a des hexapodes pour simuler les mouvements de la mer avec des maquettes. Donc on a utilisé ça aussi pour voir la réponse du sensor en fonction de la vitesse. Voilà, on a fait pas mal de tests. Slide suivante. Voilà, et là on est en train de tester l'intégration du capteur dans le bras. Bon, pour expliquer, en fait, cette cible, l'opérateur, dans ce qu'il aura à faire, c'est à poser une cible sous le manifold du bateau. Ça, c'est ce qu'on appelle le manifold, c'est la bride à laquelle on vient se raccorder. Donc, il pose la cible de manière approximative. Cette cible-là, le bras, on a des trajectoires systématiques pour pouvoir détecter la cible et se rapprocher de la zone. Le capteur de vision, il sera situé sous le bras, là, sous le connecteur. Et une fois qu'on a la vision de la bride du bateau et de la cible, on peut étalonner la position de cette cible par rapport à la bride du bateau. C'est des race flanges qu'on utilise, donc il y a un petit recess dans lequel on peut placer aussi des marqueurs. Et donc on fait une prise de position de cette cible-là et on peut continuer le guidage après sans avoir la vision de la bride bateau. Donc l'étape suivante, ça sera de faire de la reconnaissance de forme, mais là, il faut développer des algorithmes. Pour l'instant, on n'utilise que des algorithmes qui sont disponibles en open source. Voilà. Un des enjeux aussi, c'était de maîtriser la lumière. Ce n'est pas la nuit qui est difficile, c'est le jour, quand en pleine mer, il y a énormément de soleil. Donc là, on éclaire extrêmement fort la cible pour enlever toutes les ombres. Éclairer plus fort que le soleil. Il faut éclairer plus fort que le soleil. Voilà. Slide suivante. La nouvelle génération de bras, enfin pour nous, ce que ça va être la nouvelle génération, c'est un bras automatique. Ça marche pas. Voilà, on a deux objectifs, c'est vraiment de simplifier les opérations. Et simplifier la maintenance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bras, c'est uniquement de la maintenance préventive. Donc c'est systématiquement à tant d'heures, paf, on fait ça. Il n'y a aucune maintenance prédictive qui est faite. Parce que donc un de nos objectifs, c'est vraiment de maintenance prédictive. D'avoir un tableau de bord sur ce qu'a vu le bras, pouvoir monitorer, enregistrer ce qu'a vu le bras, et faciliter les opérations, donc réduire les temps connexion-déconnexion, réduire le besoin en entraînement des opérateurs, et tout ce qui est limiter les risques. Il faut savoir qu'il y a quand même des risques parce que c'est des machines qui sont soumises à la corrosion de manière très forte. Il peut y avoir des chutes d'objets. Ça arrive, ça. Les opérateurs qui ne font pas la maintenance, il peut y avoir des supports qui tombent. Donc il y a déjà eu des accidents. Hein. Donc voilà, c'est éviter qu'il y ait du personnel à proximité des bras. Donc les deux moyens pour atteindre ces objectifs, c'est la slide suivante. Donc faciliter les opérations, c'est la fonction autodrive, d'automatiser. Et dans le futur, même de pouvoir faire toutes ces opérations de manière autonome, à distance. Là, pour l'instant, l'outil qu'on développe, il y a un opérateur sur le bateau, mais on lui facilite, on assiste au maximum l'opération de connexion-déconnexion.
Et deuxième axe, c'est le monitoring. Le but, c'est de réduire l'OPEX, les coûts de maintenance aussi, et d'augmenter la durée de vie. Voilà. Et un des moyens, c'est de passer à des actionneurs électriques. Actuellement, on utilise exclusivement l'hydraulique. C'est un
l'adapteur pourra sélectionner n'importe quel bras pour faire ces opérations. Donc ça va nous permettre d'avoir le contrôle système vraiment à l'échelle 1. Il va gérer vraiment 5 bras. Voilà, donc notre but là, c'est de faire une démonstration en avril prochain. Voilà, il est déjà pas mal avancé là. Il faut voir aussi que tout le développement porté sur ces équipements en extrémité de bras, donc le système de déconnexion d'urgence qui est aussi électrique et le coupleur qui est aussi électrique. Voilà. Donc un gros avantage de l'électrique, c'est qu'on enlève tout le réseau hydraulique. Ces équipements-là, ils sont hydrauliques, donc ça veut dire que sur tout le bras, vous avez un réseau hydraulique avec des flexibles. Et les flexibles hydrauliques, il faut les changer tous les 5 ans parce qu'ils sont soumis à l'environnement marine, le soleil. Donc tous les 5 ans, il faut les remplacer, donc il faut échafauder. Voilà, donc notre but, c'était de pouvoir enlever aussi, en électrifiant, d'enlever tout le réseau hydraulique et supprimer les risques de pollution, à la mer. Voilà. Donc je crois que j'arrive au bout là. Voilà. Donc pour résumer, de nouvelles générations de bras pour nous, c'est faciliter considérablement les opérations de connexion et de déconnexion, y compris le verrouillage, parce que le verrouillage du bras est aussi automatisé maintenant. Minimiser les risques, réduire les besoins en training du personnel, notamment sur les terminaux où il y a beaucoup de turnover, réduire les opérations de connexion et pouvoir être prêt pour les futures opérations unmanned. Voilà. Et maintenance, passer à de la maintenance prédictive, maintenance conditionnelle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les opérations de maintenance durent combien de temps sur un bras? Alors, est-ce qu'il y a des petites Ça dépend des opérateurs. D'accord. Ça peut durer 0 chez beaucoup d'opérateurs parce qu'ils ne font pas de maintenance. Après, les terminaux GNL, généralement, les opérateurs de terminaux GNL font de la maintenance. C'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a une grosse maintenance. Il faut changer toute l'hydraulique. Après, de manière routinière, il y a ce qu'on fait sur toutes les centrales hydrauliques, aller vérifier les joints, mais il y a de la maintenance de routine qui est à la semaine, avant chaque déchargement. Terminal, c'est à peu près 2 déchargements par semaine, en terminal GNL. Généralement, avant une opération, il y a une inspection. C'est très court. Les opérations doivent continuer. Voilà, exactement, c'est très court. Après 5 ans, il y a une grosse opération. 7 ans ou 10 ans, on va changer les vérins. On va faire un revamping des vérins. Voilà. Très bien, écoutez, merci. Est-ce qu'il y a une question avant une pause du café? Est-ce qu'on se dirige tous vers le café? Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. En rétrofit pour l'électrique? Oui, c'est envisagé en rétrofit parce qu'on est en train de tester des vérins électriques. Là. Donc, qui pourraient se monter en lieu et place des vérins hydrauliques avec les mêmes interfaces. Très bien, merci. Bien, écoutez, je vous invite.